Bonsoir tout le monde, écoutez, merci d'être venus. Donc voilà, ce soir, on va vous présenter une lecture de l'oiseau conteur sur un monologue d'Alessandro Baricco qui s'appelle Novecento Peniste. Il sera accompagné par Emmanuel Lefebvre qui est au piano. Pour vous situer un peu le lieu, d'une part, ici c'est un espace de coworking avec plusieurs studios de jeux vidéo. Nous on est Novabox, on fait du jeu narratif, vous avez quelques images qui sont chez au mur. Quelque part entre la bande dessinée et le jeu vidéo, enfin très proche de la bande dessinée, on fait des choix dans l'aventure. Ça ne demande aucune dextérité, c'est accessible à tous. Il y a un studio Black Flag qui est représenté par Maxime qui est quelque part par là, qui est là, qui fait, c'est quoi, c'est un sim-like futuriste qui va sortir l'an prochain? Ouais, on va essayer de le faire sortir l'an prochain. Ouais. C'est un jeu de survie, gestion, où on doit faire une bande d'orphelins dans une guerre civile. Voilà. On a aussi Daniel de Future 43 qui fait un shoot 'em up, un jeu de vaisseau, et Loïc qui fait un puzzle game avec des petits robots où il faut résoudre des énigmes. Voilà. Le piano est ici dans le cadre de l'association Autour d'un piano, qui est gérée par Emmanuel qui est ici et Charles Martin qui est là. Ils font plein de choses différentes. Et une des choses qu'ils font, c'est le Adopt un piano, c'est mettre des pianos dans des lieux publics ou semi-publics pour qu'ils soient utilisés, des pianos qui dorment dans des caves ou dans des plutôt qui restent à pourrir chez des particuliers, ils les récupèrent, ils les placent, ils les accordent et ça permet de créer du lien social en fait. Donc voilà, il y a des petites cartes si vous voulez de ce côté-là. On a aussi un magnifique chapeau qui sera partagé entre Alix et Emmanuel à votre bon cœur bien sûr. Les toilettes sont ici, si vous avez envie d'y aller, ça serait pas mal de le faire avant le début de la prestation pour éviter de déranger les artistes. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, merci d'être venus et je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Ça arrivait toujours à un moment ou à un autre. Il y en avait un qui levait la tête et qui la voyait. C'est difficile à expliquer. Je veux dire, on était plus d'un millier sur ce bateau, entre les rupins en voyage, les émigrants, d'autres gens bizarres et nous. Et pourtant, il y en avait toujours un seul, sur tout cela, un seul, qui le premier la voyait. Un qui était peut-être là en train de manger ou de se promener ou simplement sur le pont ou de remonter son pantalon. Il levait la tête un instant et il jetait un coup d'œil sur l'océan et il la voyait. Alors il s'immobilisait là, sur place. Et son cœur battait à en exploser. Et à chaque fois, chaque maudite fois, je le jure, il se tournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres et il criait « L'Amérique !» Et puis il restait là, sans bouger. Comme s'il devait rentrer dans la photo avec la tête du type qui se l'est fabriquée toute seule. L'Amérique. Ce soir, après le boulot, et des fois aussi le dimanche, son beau-frère l'a peut-être un peu aidé. Celui qui est maçon, un type bien. Au départ, il voulait faire juste un truc en contreplaqué et puis il s'est laissé entraîner, il a fait l'Amérique. Celui qui est le premier à voir l'Amérique, sur chaque bateau, il y en a un. Il ne faut pas croire que c'est le hasard, non. Ni même une question de bonne vue. Hein. C'est le destin, ça. Ces types-là, depuis toujours dans leur vie, ils avaient cet instant-là décrit. Même tout petit. Si tu les regardais dans les yeux, en regardant bien, tu la voyais déjà, l'Amérique. Elle était là, prête à bondir, à remonter le long des nerfs ou du sang ou je ne sais quoi, et puis de là au cerveau, et puis sur la langue, et puis dans ce cri, l'Amérique. Elle était déjà là, dans ses yeux d'enfant, déjà là tout entière, l'Amérique.
là, qui attendait. Celui qui m'a appris ça, c'est Danny Boudman Tidi Lemon Novecento, le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Dans les yeux des gens, on voit ce qu'ils verront, pas ce qu'ils ont vu. Il disait ça, ce qu'ils verront. J'en ai vu, moi, des Américains. 7 ans sur ce bateau, 5 ou 6 traversées par an, d'Europe en Amérique, au retour, toujours à tremper dans l'océan. Quand tu redescendais à terre, t'arrivais même plus à pisser froid dans les chiottes. Les chiottes, ils bougeaient pas, hein, mais toi, tu continues à te balancer. Parce qu'un bateau, tu peux toujours en descendre, mais de l'océan, non. J'y suis montée, moi, j'avais 17 ans. Et dans la vie, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour moi, jouer de la trompette. Alors quand le bruit a couru, qui cherchait des gars pour le paquebot, le Virginian, là-bas sur le port, je me suis mis sur les rangs avec ma trompette. Janvier 1927. Les musiciens, on en a déjà, me dit le type de la compagnie, je sais. Et je me suis mis à jouer. Lui, il est resté là à me fixer, pas un muscle de son visage qui bougeait, il a attendu que j'ai fini sans dire un seul mot, et puis il m'a demandé « C'était quoi ?» Je sais pas. Ses yeux se sont mis à briller. Alors quand tu sais pas ce que c'est, alors c'est que c'est du jazz. Puis il a fait un truc bizarre avec la bouche, peut-être un sourire, mais il avait une dent en or juste là, tellement au milieu qu'on aurait dit qu'il l'avait mise en vitrine pour la vendre. Ils en raffolent de cette musique là-haut. Là-haut, ça voulait dire sur le bateau. Et cette espèce de sourire, ça voulait dire que j'étais engagée. On jouait 3, 4 fois par jour. D'abord pour les rupins en classe de luxe, ensuite pour ceux des secondes. Et de temps en temps, on allait voir ces miséreux des migrants et on leur jouait quelque chose, mais sans l'uniforme, comme ça nous venait. Et quelquefois, eux aussi, ils jouaient. Avec nous. On jouait, parce que l'océan est grand et qui fait peur. On jouait pour que les gens ne sentent pas le temps passer et qu'ils oublient où ils étaient et qui ils étaient. On jouait pour les faire danser, parce que si tu danses, tu meurs pas. Et tu te sens Dieu. Et on jouait du ragtime, parce que c'est la musique sur laquelle Dieu danse quand personne ne le regarde. Sur laquelle Dieu danserait s'il était mère. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, signori, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce navire. Bienvenue sur cette ville flottante, copie conforme en tout point du Titanic. On se calme, on reste assis. Le monsieur là-haut touche du bois, je le vois. Bienvenue sur l'océan donc, et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? C'était un pari? Vous aviez les créanciers aux fesses, vous t'attendez tard de 30 ans sur la rue Eberlord, vous vouliez visiter le bateau et vous êtes juste pas aperçu qu'il était parti. Vous étiez juste sorti pour acheter des allumettes en ce moment. Votre femme est chez les flics, elle se dit, pourtant c'était un type bien, tout à fait normal, 30 ans de mariage et pas une dispute. Bref, qu'est-ce que vous pouvez bien foutre ici, à 300 000 de n'importe quel bon Dieu de monde et à 2 minutes du procès des Gueulis? Pardonnez-moi madame, je plaisantais, ne vous inquiétez pas. Ce navire file tel une boule sur le billard de l'océan. Plus que 6 jours, 2 heures et 47 minutes et blanc, dans le trou New York. Je crois pas qu'il soit nécessaire de vous expliquer que ce navire est à bien des égards un bateau extraordinaire. Et tout compte fait, unique en son genre. Sous le commandement du capitaine Smith, claustrophobe notoire et homme d'une grande sagesse, vous avez sans doute remarqué qu'il dort dans un canot de sauvetage. Travaille pour vous une équipe pratiquement unique de professionnels qui tous sortent de l'ordinaire. Paul Sizinski, notre pilote, ancien prêtre polonais, sensitif, pranothérapeute, hélas aveugle. Bill Young, notre radio. Jean, grand joueur d'échecs, manchot, affligé de bégaiement. Notre médecin du bord, le docteur Glausermann Spitzelgen von Dorfenstein. Pas très pratique en cas d'urgence, mais surtout, Monsieur Pardin, notre chef cuisinier, arrivé directement de Paris où il est cependant aussitôt reparti, après avoir constaté de visu que ce navire, par une curieuse circonstance, est totalement dépourvu de cuisine. Comme l'avait d'ailleurs finement remarqué Monsieur Camembert, cabine 12, qui s'est plaint aujourd'hui d'avoir trouvé son lavabo rempli de mayonnaise. Ce qui est surprenant, car en général, dans les lavabos, nous rangeons les tranches de fromage. Ceci en raison de la non-existence des cuisines, à laquelle il faut d'ailleurs attribuer l'absence sur ce navire de véritables cuisiniers, ce qu'était, sans aucun doute possible, Monsieur Bardin, aussitôt reparti pour Paris, d'où il arrivait directement persuadé de trouver ici des cuisines qui, reconnaissons-le, si l'on s'en tient au fait, n'y sont pas. Et cela en raison d'un amusant oubli de l'homme qui a construit ce navire, l'éminent ingénieur Camilleri, anorexique de réputation mondiale, auquel je vous demanderai de bien vouloir adresser vos applaudissements les plus chaleureux. Croyez-moi, des bateaux comme celui-là, vous n'en trouverez pas d'autres.
Peut-être, peut-être. En cherchant pendant des années, vous pourriez retrouver un capitaine claustrophobe, un pilote aveugle, un radio qui bégaye, un docteur au nom imprononçable, tous réunis sur le même navire et pas de cuisine. Peut-être. Mais ce qui vous arrivera plus jamais, ça vous pouvez en jurer, c'est d'être assis là, le cul posé sur 10 cm de fauteuil au-dessus de plusieurs centaines de mètres cubes d'eau en plein milieu d'océan, avec ce miracle devant vos yeux, cette merveille dans vos oreilles, ce rythme dans vos pieds et dans votre cœur, le sound de l'unique, de l'inimitable, de l'immensément grand Atlantic Jazz Band. À la clarinette, Sam Sleepy Washington. Au banjo, Oscar de la Guerra. À la trompette, Tim Tooney. Trombone, Jean Brass Gallop. À la guitare, Samuel Hawkins. Et enfin, au piano, Danny Boonman Tiddy Lemon Novecento. Le plus grand. Il était vraiment le plus grand. Nous, on jouait de la musique, lui, c'était autre chose. Lui, il jouait quelque chose qui n'existait pas avant que lui se mette à le jouer, ok? Quelque chose qui existait nulle part. Et quand il quittait son piano, ça n'existait plus. C'était plus là, définitivement. Danny Boonman Tiddy Lemon Novecento. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis sur une bombe, sans blague. Il était assis sur une charge de dynamite grosse comme ça. Une longue histoire. Il disait, t'es pas vraiment fichu tant qu'il te reste une bonne histoire et quelqu'un à qui la raconter. Son histoire à lui, c'était quelque chose. Il était sa bonne histoire à lui tout seul. Une histoire dingue à vrai dire, mais belle. Et ce jour-là, assis sur toute cette dynamite, il m'en a fait cadeau. Parce que j'étais son meilleur ami. J'en ai fait des conneries, hein. On me mettrait la tête en bas que rien sortirait de mes poches. Même ma trompette, je l'ai vendue, j'ai tout vendu, quoi. Mais cette histoire-là, non, cette histoire-là, je ne l'ai pas perdue, elle est toujours là. Limpide et inexplicable, comme seule la musique pouvait l'être quand elle était jouée au beau milieu de l'océan, par le piano magique de Danny Boonman Tiddy Lemon Novecento.